Bienvenue à toutes et à tous, élèves de terminale, dans cette nouvelle vidéo. On va travailler sur le noyau atomique et l'énergie de liaison ou bien l'énergie de cohésion entre les nucléons qui se trouvent dans ce noyau atomique. Un petit rappel des classes précédentes. Le symbole d'un noyau, c'est comme le symbole d'un atome. X, Z, c'est le numéro atomique et A est le nombre de masse. Je prends un exemple, le carbone, 6,12. Donc, Z égale à 6, c'est-à-dire il contient 6 protons. A égale à 12, donc il contient 12 nucléons. Et vous savez très bien que les nucléons sont des protons et des neutrons. Et donc, si je veux chercher le nombre de neutrons, c'est A moins Z, 12 moins 6 dans ce premier cas. Donc, 6 neutrons dans le noyau et 6 protons. Si je prends le deuxième exemple, l'uranium, l'un des isotopes de l'uranium, 92-232, c'est qu'il contient 232 nucléons, 232 protons plus neutrons. Donc, Z égale à 92, donc 92 protons. Et donc, si je veux le nombre de neutrons qui se trouvent à l'intérieur du noyau, c'est 232 moins 92. L'isotopie que vous connaissez très bien. Si je prends le carbone, 6, j'ai le carbone C612 dans la nature qui est le plus abondant, mais on a le C613, le C614, donc ce sont des isotopes, c'est le même élément chimique carbone caractérisé par un même Z. Je prends l'uranium et quelques isotopes de l'uranium. 92-232, 92-234, 92-238. C'est le même élément chimique qui est là parce qu'il a le même Z92. Alors, si je regarde cet exemple qui est devant moi, combien d'éléments chimiques j'ai? Deux éléments chimiques, le carbone et l'uranium. Mais si je prends le premier qui est là, le C612, combien de nucléons j'ai dans le noyau? 12. Combien de nucléons j'ai dans le second? 13. Combien de nucléons dans le troisième? 14. Donc les noyaux ne sont pas identiques. Alors qu'est-ce que je dis? Ce sont trois nucléides différents. C'est un même élément chimique, mais le noyau, les constituants, les nucléons, ce n'est pas le même nombre. Et donc ce sont des nucléides différents. Par suite, comme j'ai écrit là, combien d'éléments chimiques j'ai? Deux éléments chimiques. Combien de nucléides différents j'ai? 6 nucléides différents. Si je prends un autre exemple, l'hydrogène H11, il a un proton dans le noyau et un électron qui gravite. Le deutérium, le H12, son noyau contient un proton, un neutron et un électron qui gravite. Le tritium, le H13, qu'on appelle grand T ou celui-là D, le deutérium, il y a un proton dans le noyau et deux neutrons. Est-ce que les noyaux sont identiques? Non. C'est le même élément chimique parce qu'il a le même Z, le même nombre de protons. Mais ce sont trois nucléides différents. Rappelons quelques notions que vous connaissez. Masse approchée de l'atome. L'atome, comme on sait très bien, est formé d'un noyau. Dans le noyau, on a des protons et des neutrons et des électrons qui gravitent autour. Quelle est la masse d'un proton? 1,673 par 10-27 kg. Quelle est la masse d'un neutron? Ce sont les constituants du noyau. Presque celle d'un proton, mais un peu plus lourd. 1,675 par 10-27 kg. Quelle est la masse d'un électron qui gravite? 9,109 10-31 kg. Donc à peu près 2000 fois plus léger. Pour que l'idée se fixe, si je suppose que l'électron a une masse de 1 gramme, quelle est la masse d'un proton? 2000 fois plus, 2000 grammes, donc 2 kilos. Quelle est la masse d'un neutron? 2000 grammes, donc 2 kilos.
Alors, si l'électron a une masse de 1 gramme, comme un grain de sable, chaque nucléon pèsera 2 kg, donc c'est un melon relativement à ce grain de sable. Par suite, la masse de l'atome égale à la masse du noyau plus la masse des électrons. Or, les électrons sont trop légers. Alors, qu'est-ce que je peux écrire enfin? Que la masse de l'atome est à peu près égale à la masse de son noyau, car les électrons ont une masse très petite. Regardez le proton, il a été schématisé, ça c'est schéma d'artiste, par une sphère et chargée plus, un neutron de charge nulle, ni plus ni moins, encore une sphère bleue, regardez l'électron, c'est comme un grain de sable, relativement. Si je prends l'exemple du lithium 3,7, combien de protons j'ai dans le noyau? 3. Combien de neutrons se trouvent dans ce noyau? 4. La masse de l'atome égale à la masse à peu près de son noyau. Les électrons sont trop légers tout autour. Combien de nucléons j'ai? Un nucléon. Et chaque nucléon pèse à peu près 1,67 par 10-27. Oui, le neutron est un peu plus lourd, mais on peut dire que leurs masses sont presque égales. Alors, si je cherche la masse de l'atome, qui est la masse de son noyau, c'est 7 fois la masse d'un nucléon. 7 fois 1,67 par 10-27 kg. Donc, la masse du lithium, l'atome, qui est égal à la masse de son noyau, c'est 1,172 par 10-26 kg. Le noyau atomique, partons vers les dimensions. On a parlé des masses, on a comparé la masse des protons, des neutrons à celle du noyau, et entre eux, le proton pèse presque comme le neutron, et l'électron, il est 2000 fois plus léger, 1850 fois plus léger, presque ça. Rutherford, vous le connaissez très bien. Le noyau atomique constitue le cœur de l'atome pour Ernest Rutherford. C'est Ernest Rutherford qui l'a le premier mis en évidence. Situé au centre de l'atome, il présente le noyau quelques 10-15 mètres. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Un femtomètre. F minuscule M. Le 10-3, on l'appelle millimètre. Le 10-15, on l'appelle femtomètre. FM. Donc, le noyau de l'atome est de l'ordre de 10-15 mètres. Or, le rayon de l'atome, si je prends l'électron qui gravite autour, et je cherche le diamètre moyen de ces orbites, je trouverai un ordre de 10-10 mètres. Comment on note ces 10-10 mètres? Angstrom, grand A avec un petit rond sur le A. Donc, si je compare, si je fais le diamètre de l'atome sur le diamètre du noyau, j'aurai 10-10 sur 10-15. Donc 10-5, que veut dire ça? Que le diamètre de l'atome est 100 000 fois plus grand que le diamètre de son noyau. Prenons un exemple pour fixer nos idées. Si je considère que le noyau est formé de protons-neutrons comme un tas de melons, je suis en train de les vendre. Si le diamètre ou le rayon, disons plus simplement, est de 1 mètre de ce tas de melons que j'ai placé devant ma porte et que je suis en train de vendre, le noyau, j'agrandis, est de rayon 1 mètre. Quel est le rayon de l'atome? 100 000 fois plus grand, c'est-à-dire 100 000 mètres. 100 000 mètres, c'est-à-dire 100 kilomètres. Donc, si le noyau, il est là devant ma porte, l'électron gravite à 100 km de moi et il tourne tout autour. Que veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'il y a entre le noyau et les électrons? Le vide. Qu'est-ce qu'on vous a appris en seconde? Que la matière est essentiellement formée de vide. Focus sur les unités. En physique nucléaire, les masses sont trop petites et en physique atomique, lorsque je travaille avec protons, neutrons, électrons, etc., les masses sont petites. Les énergies, de même. Le joule, c'est un peu grand.
Alors, comme on a vu dans les chapitres précédents, on va adopter une unité d'énergie qui est l'électron-volt et qui correspond à 1,602 10-19 joules. Mais on travaillera encore un peu plus avec un multiple de l'électron-volt qu'on appelle le méga-électron-volt. Le 1 méga-électron-volt, qu'on prononce un MeV, correspond à 10 exposant 6 électron-volts, 1 million d'électron-volts. Pour les masses, ça c'était pour les énergies. Pour les masses, on va prendre ce qu'on appelle une unité de masse atomique unifiée de symbole U. Oui, c'est une unité de mesure standard utilisée pour exprimer la masse des atomes et des molécules. Ça, c'est la définition que j'ai amenée de Wikipédia. Cette unité, bien sûr, n'appartient pas au système international. Sa valeur est obtenue expérimentalement. Un peu de culture, elle est définie comme étant le 1/12e de la masse d'un atome du nucléide carbone 12. Donc, dorénavant, on va utiliser ce terme, les nucléides, parce que le carbone 12 diffère en tant que masse, que énergie du noyau du carbone 14. Ce sont deux nucléides différents, non liés. Donc, c'est le 1/12e de la masse d'un atome C612 qui est au repos dans son état fondamental. Donc, un atome de carbone 12, d'après la définition, a une masse de 12 U, ce qui fait enfin que le 1 U, unité de masse atomique unifiée, vaut 1,66 par 10-27 kg. Parfois, pour simplifier, pour que ça sonne d'une façon consonante, on écrit 1,67 10-27 kg. Vous les trouverez parfois dans des livres. Mais enfin, c'est le 1,66 par 10-27 kg. Travaillons toujours avec les noyaux. J'ouvre une petite parenthèse. Quelle différence existe entre une réaction chimique et une réaction nucléaire? Une réaction chimique concerne les électrons. Une réaction nucléaire concerne les nucléons, donc les noyaux. Et par suite, dans une physique nucléaire, ce qui nous concerne, c'est le noyau. Quel est le rayon du noyau d'un atome? Si je considère un noyau XZA, Z c'est le numéro atomique, le nombre de protons, et A c'est le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Le rayon du noyau, pas de l'atome. Le rayon du noyau est donné par la relation de M. Fermi, R égale une constante R0 par A le nombre de masses à la puissance entière. R0 est à peu près 1,2 par 10-15 mètres, c'est-à-dire 1,2 femtomètres. Exemple, si je prends le noyau d'uranium, un certain isotope de l'uranium, 92-238, c'est un nucléide 238, le rayon du noyau de l'uranium, c'est la constante 1,2 R0 par A, qui est le 238 à la puissance entière, c'est-à-dire racine cubique de 238. Tout calcul fait, ça va me donner 7,4 10-15 mètres. Et donc, c'est une relation qui est capable de me donner le rayon de n'importe quel noyau de l'atome. Toujours avec les noyaux. Comment je cherche la masse volumique du noyau? Bien sûr, la définition d'une masse volumique, vous la connaissez, c'est M sur V. Si je veux la masse volumique du noyau, c'est la masse du noyau sur le volume du noyau. Or, la masse d'un noyau, comme on a vu, égale au nombre des nucléons qui se trouvent, donc A, par la masse d'un nucléon. Que vaut la masse d'un nucléon? À peu près 1 U. Parce que le carbone 12 contient 12 nucléons et le 1U, c'est le 1/12e. Donc, est-ce que la masse du proton égale exactement 1U? Non, presque. Un neutron, un peu plus que la masse du proton, et presque. Donc, c'est à peu près 1U chaque nucléon. Donc, c'est A fois 1U. Le noyau, comment je le considère?
comme s'il était sphérique. Et donc son volume, c'est le volume d'un ballon, d'une sphère, mathématiquement 4 tiers par pi par le rayon au cube. Or, le rayon d'un noyau XZA, c'est R0 par A, le nombre de nucléons à la puissance 1 tiers. Si je remplace ici R par son expression, j'aurai que le volume du noyau, c'est 4 tiers pi par R0 au cube par A. Donc ça, c'est la masse du noyau, ça, c'est le volume du noyau. Et par suite, la masse volumique du noyau, ρ, c'est M sur V. Par quoi je peux simplifier? C'est A fois U sur 4 tiers pi R0 au cube par A. Et donc A n'existe plus. Que veut dire ça? Que tous les noyaux de tous les nucléides qu'on connaît ont presque la même masse volumique, qui est le 1U sur 4 tiers pi R0 au cube. Bon, le 1U, c'est combien en kilogrammes? 1,66 par 10 moins 27. Sur 4 tiers, le pi, c'est le 3,14. R0, comme on a vu avant, 1,2 par 10 moins 15 au cube. Qu'est-ce que ça va me donner? 2,3 par 10, 17 kg par mètre cube. C'est énorme. C'est énorme. Regardez ici. Le noyau contient à peu près 99,97% de la masse totale d'un atome. Donc, la masse du noyau, c'est presque la masse de l'atome. La densité de matière dans un noyau est de l'ordre, si je convertis celle-là en tonnes et ici millimètres cubes, 230 000 tonnes chaque millimètre cube. Aucune grue ne pourra soulever 1 millimètre cube. 230 000 tonnes par millimètre cube. Donc le noyau est trop dense. Pour que je comprenne ça, j'ai imaginé cet exemple pour vous. J'ai un réservoir de largeur 1 mètre, de longueur 1 mètre, de hauteur 1 mètre, un cube, où j'ai placé de l'eau. Quel est le volume de ce réservoir? A fois B fois C, longueur par largeur par hauteur, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, donc c'est un réservoir de volume 1 mètre cube. Si je mets de l'eau, il pèsera combien? Moi, je sais que la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc, il va peser 1 tonne, 1000 kg. Imaginons d'une façon hypothétique que ce réservoir qui est maintenant vidé, il n'y a plus de l'eau, je le remplis complètement sans qu'il y ait de vide, proton, neutron, côte à côte, un à côté de l'autre. Là, la figure, elle est trop grande, mais juste pour schématiser. Donc, j'ai rempli ce réservoir rien que des nucléons l'un à côté de l'autre. Son volume, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc, c'est le même réservoir de volume 1 mètre cube. Mais rempli de nucléons, combien il pèsera? 2,3 par 10, 17 kg. Celui-là, il pèse 10 exposant 3 kg. L'autre, il pèsera 2,3, 10, 17 kg, car la masse volumique du noyau est trop grande. Qu'est-ce que cela prouve? Que les nucléons ne sont pas côte à côte dans la matière, sont très dispersés et éloignés. Et par suite, je peux dire que la matière est essentiellement formée de vide, ce qu'on appelle la structure lacunaire de la matière. Je vais essayer d'arriver avec vous à un stade un peu plus élevé. Quelle est la formule la plus célèbre en physique? C'est la formule d'Einstein de la physique nucléaire. Ça, c'est M. Albert Einstein qui l'a écrit. E égale mc carré. E, c'est une énergie. On l'appelle l'énergie de masse, énergie de repos d'une matière. E égale mc2. Elle est en joules dans le SI. M, elle est en kilogrammes. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, équivaut 3 par 18 mètres par seconde. Elle est en mètres par seconde. On va utiliser une formule, oui, plus réaliste. Au lieu de dire E égale mc2, delta E égale delta mc carré. Qu'est-ce qu'on appelle encore cette relation égale mc carré? C'est l'équivalence masse-énergie.
Équivalence masse-énergie. Essayons de comprendre ça. Cette relation, je peux la lire de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche, je peux dire qu'une masse peut se transformer en énergie, disparaître et se transformer en énergie. Comment ça? Dans le cas d'une fission. Regardez. Bon. Si je prends ces deux photos, la fission nucléaire, vous la connaissez très bien. Vous en avez entendu, on va l'étudier dans le chapitre suivant au moins. Lorsque j'envoie un neutron qui se dirige vers un noyau fissile, on dira, capable de se diviser, la masse des réactifs ici, neutrons plus uranium, a une certaine valeur avant la réaction. Lorsque le neutron entre dans ce noyau, une grande désinstabilité aura lieu et le système serait instable. Et qu'est-ce qui aura lieu après? Ce noyau se diviser en deux et faire sortir quelques neutrons, ici par exemple 3. Si je pèse la masse des produits, elle est plus légère. Donc la masse avant la réaction est plus grande que la masse après. Où est parti ce défaut de masse? Il s'est transformé selon cette relation. Une partie delta M s'est transformée en énergie. Énergie cinétique qui va, si je peux les mettre dans un réacteur, les transformer en énergie électrique, en chaleur. C'est la bombe atomique qui va détruire tout ce que vous voulez. Donc, une partie de cette masse initiale s'est transformée en énergie. C'est l'idée. C'est l'idée de M. Albert Einstein, déjà dans un premier sens, de la droite vers la gauche. Dans le second sens, est-ce que l'énergie, je peux la matérialiser, la transformer en masse? Oui. Collision dans un accélérateur. La collision dans un accélérateur, c'est comme celle-là. Lorsque j'envoie dans un collisionneur, comme le LHC, Large Hadron Collider, pour les CERN, comme n'importe quel collider ou collisionneur dans le monde, on envoie à très grande vitesse un électron vers son antimatière, un positron. Il y a un électron qui le ressemble mais de charge positive. À très grande vitesse. Ces deux, qu'est-ce qu'ils vont donner? D'autres particules et chacune va se transformer en particules. Ceci a lieu dans les collisionneurs. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Que la masse après est plus grande que la masse des deux constituants avant la réaction. La masse est devenue beaucoup plus grande, pas uniquement grande en réalité. Et cela veut dire que cette grande énergie qu'avaient ces deux électrons et positrons avant, une partie de cette masse s'est transformée, ou plutôt une quantité, désolé, de cette énergie qui avant s'est transformée en masse. Donc je suis dans le second sens. L'énergie cinétique du premier, l'énergie cinétique du second m'a donné une masse plus grande après. Et donc, cela veut dire que cette énergie s'est transformée en masse. Évidemment, c'est dans le deux sens. Un électron vient vers un positron, il va me donner des particules, la masse après est plus grande que la masse avant, donc l'énergie, une partie d'elle, s'est transformée en masse. C'est la relation d'Einstein. En physique nucléaire, la masse, comment je peux l'exprimer? C'est une forme d'énergie, puisque je peux transformer la masse en énergie comme dans la fission ou l'énergie en masse dans les collisionneurs. Alors la masse est une forme d'énergie et l'énergie peut se transformer en masse. C'est ce qu'on appelle l'équivalence masse-énergie. Alors il est plus pratique d'exprimer la masse en électronvolts divisé par c carré. Pourquoi? Parce que delta n égale delta E sur c carré. Et l'énergie peut être en électronvolts. Nous retiendrons
pour surtout le chapitre suivant. 1U, unité de masse atomique unifiée, correspond à 931,5 MeV par C carré. Donc, une masse, c'est une énergie divisée par C carré, la formule d'Einstein la plus célèbre en physique. Parlons maintenant de cette équivalence masse-énergie. On a un système dans son état initial formé de 2 protons et 2 neutrons. Exemple, on a 2 neutrons et 2 protons. Et on va essayer de le séparer en ses constituants. Il est formé de 4 nucléons, ce système initial. Comment le dissocier? Je dois prendre le neutron et l'arracher avec une très grande force. Pourquoi avec une très grande force? Parce que regardez le noyau qui est là. Analysons. 2 neutrons, charge neutre, aucun problème. 2 protons sont chargés positivement. Et malgré ça, tous les noyaux dans la nature n'explosent pas. Or, nous, on sait très bien que plus et plus se repoussent selon la loi de Coulomb. Donc, tous les noyaux devraient exploser. Ceci n'a pas eu lieu. N'a pas lieu du tout. Ce qui veut dire, ce qui a amené les physiciens à adopter, à accepter que entre les nucléons existe une force qu'on appelle l'interaction forte. C'est une force forte qu'on l'appelle désormais. Donc, protons et neutrons sont appelés les nucléons. On sait très bien, le noyau atomique est chargé positivement. Comment sa cohésion est assurée? Par ce qu'on appelle la force forte ou l'interaction forte, qui existe entre neutron-neutron, neutron-proton, proton-proton, proton-neutron. Tous les nucléons s'attirent fortement. Une remarque, entre parenthèses, elle est à courte portée. Si je prends un nucléon, je l'éloigne, il n'y a plus d'interaction forte entre ce neutron ou ce proton et ce qui reste. Bon, regardons un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. J'ai un système qui est à l'état initial. Il y avait 2 protons, 2 neutrons. À l'état final, je vais le dissocier. Alors, je prends un nucléon et je tire fortement pour rompre l'interaction forte. Donc, je lui donne de l'énergie. Et voilà, une très grande énergie a été donnée au système. Voilà. Puis, je vais arracher la deuxième. Une autre grande énergie a été donnée encore au système. La troisième. Et ainsi de suite. Et donc, le système a reçu une très grande énergie. Pour que je puisse l'arracher, j'ai donné de l'énergie. L'énergie du système, c'est E1 plus E2 plus E3, parce que la quatrième, une fois seule, je l'ai posée sans trop me fatiguer. Alors, il y a donc d'énergie dans l'état final, beaucoup plus que dans l'état initial. EF moins EI, qui est delta E, est positive. Or, delta E égale delta M par C carré. Donc, la masse finale est plus grande que la masse initiale. Je continue. Si je regarde cette balance, je mets d'un côté un noyau d'hélium He2 4 qui contient 2 protons, 2 neutrons. À droite de la balance qui est bloquée, qui ne peut pas se déplacer, je l'ai arrêté. Je mets 2 neutrons et 2 protons, dissociés, séparés. Une fois que je débloque cette balance, d'après ce qu'on a vu avant, est-ce que l'équilibre va rester? Est-ce que l'équilibre va toujours être de façon que la masse du noyau associé égale à la masse des nucléons dissociés? Non, regardez. Ça va tourner vers les masses dissociées comme on vient de montrer avant selon la relation d'Einstein. Donc la masse des nucléons dissociés est plus grande que la masse du noyau associé. Si la masse du noyau d'hélium exactement vaut 4,0026 U, la masse des nucléons séparés égale 4,0320 U. Comment ça?
On nous a appris depuis longtemps, la masse se conserve. On vient maintenant de nous dire la masse ne se conserve pas. Oui, on s'est basé sur cette fameuse formule d'Einstein, delta E égale delta M par C carré. Regardons inversement. Voilà 4 balles que j'ai devant moi. Éloignées, dissociées, dispersées. Chacune a une masse de 1,01, disons. 1,01, 1,01, 1,01, etc. Si je les mets sur le plateau ici, leur poids, leur masse est de 4,4 à peu près. Je donne un exemple. Si nous disons 1,1, 1,1, 4,4. Pour les ramener ensemble et former un noyau en liaison, tel que les noyaux sont en cohésion, qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever une petite masse, 0,1 U de chacune, et la transformer en quoi? En énergie de liaison. Et donc la masse totale du système est plus légère maintenant. La masse du noyau associé est plus petite. J'ai enlevé une petite masse de chaque balle, je l'ai transformée en énergie d'attraction entre les nucléons, ce qu'on va appeler après l'énergie de liaison. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est cette figure-là. La masse des nucléons dissociés est plus grande que la masse du noyau, ensemble liés ou associés. Voilà une petite animation qui est faite. Je prends, disons, l'hélium. Je vais choisir l'hélium 2,4, disons. Voilà, Z égale à 2. Donc, je vais prendre combien de protons? Alors, il y en a 2. Lequel j'ai pris? Bon, je vais prendre de He2,3 pour qu'on fixe l'idée. Combien de neutrons il y a? 3 moins 2, A moins Z, donc j'ai un neutron. Là, j'ai les nucléons séparés. Là, j'ai le noyau d'hélium. Je vais mettre le noyau d'hélium ici et je vais mettre les nucléons dissociés là. Lorsque les nucléons sont séparés, leur masse est plus grande que le noyau lié. Et c'est vrai pour n'importe quel exemple. Et par suite, il y a un défaut de masse entre le nucléon et le noyau lié. Ce défaut de masse s'est transformé en quoi, comme je viens de dire avant? En énergie nécessaire pour lier ce noyau-là. Notion d'énergie de liaison. Regardez toujours cette balance, fixez cette image dans votre tête. À quoi est égal le défaut de masse? La masse des nucléons séparés est plus grande que la masse du noyau. De quoi est formé un noyau dissocié? De ces nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons. Combien de protons j'ai dans un cas général? J'ai Z de protons, chacun de MP. Combien de neutrons j'ai? A moins Z, chacun qui a une masse Mn. Rappelez-vous, la masse du neutron est un peu plus grande que la masse du proton. Donc la masse de ce qui est à droite dans ma balance, c'est Z deux fois la masse d'un proton plus A moins Z deux fois la masse d'un neutron. Je viens de dire à quoi est égal le défaut de masse. C'est la masse qui est à droite moins la masse qui est à gauche. Qu'est-ce qu'il est à gauche? Le noyau. Donc delta M, ce qu'on appellera dorénavant le défaut de masse d'un noyau. C'est ZMP plus A moins ZMN moins la masse du noyau lié. Ce défaut de masse est positif. Les masses dissociées ont une valeur plus grande que la masse du noyau lié. Et donc l'énergie de liaison, comment je vais la chercher? Toujours, ou ce qu'on appelle l'énergie de cohésion du noyau, ou énergie de liaison du noyau. Elle est liée à la différence de masse, au défaut de masse, d'après l'équivalence masse-énergie de la relation d'Einstein, delta E ou bien E indice L, énergie de liaison, égale le delta M par C carré. Delta E et delta M sont des grandeurs positives. Comment on va la définir, cette énergie de liaison? On peut la définir dans un sens ou dans l'autre. C'est l'énergie qu'il faudrait fournir pour séparer, pour diviser le noyau au repos en ses nucléons constitutifs au repos.
j'ai un noyau où les nucléons sont bien liés les uns aux autres, et je veux séparer ces nucléons, je dois fournir de l'énergie. J'arrache la première balle, je la mets de côté, j'arrache la deuxième, je la mets de côté, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. Donc, quelle est l'énergie que j'ai fournie? Elle est égale à l'énergie qui lie les nucléons. Donc, c'est l'énergie de liaison. Calculons un exemple. Le défaut de masse du carbone, c'est 6,12. Sachant que la masse du noyau lié égale 19,921 par 10-27 kg. Et là, je vous attire l'attention sur une chose. On ne doit pas donner des valeurs exactes. Je ne dis pas que la masse du noyau égale 12 U. Ça, c'est une valeur approchée. Elle est égale 12, je dois utiliser 4-5 chiffres après la virgule pour que j'aie un résultat marqué. C'est 12,0034 U, par exemple. Ou en kilogrammes, je dois prendre comme ici 4-5 chiffres après la virgule. Comment je cherche delta M? ZMP, à quoi est égal Z? 6 par la masse d'un proton, plus A moins Z, 12 moins 6, c'est-à-dire 6 Mn d'un neutron, moins la masse du noyau. Je connais la masse d'un proton. Je connais la masse d'un neutron qui est un peu plus grande. Moins la masse du noyau, j'aurai un défaut de masse. Et comment je calcule l'énergie de liaison? EL, c'est delta M par C carré. Que vaut C? 3 par 18. J'aurai le résultat en joules. Si je le veux en électronvolts, je divise par 1,6 10 moins 19. Et en mégaélectronvolts, je divise par 16. Donc 92,2 MeV. Ça, c'est l'une des méthodes pour calculer l'énergie de liaison entre les nucléons. La deuxième méthode, plus pratique. Je vais prendre un exemple avec d'autres unités, pas une deuxième méthode. On appelle défaut de masse la différence entre la masse du noyau et celle de la somme de ses nucléons. Si je prends un deutérium, l'isotope de l'hydrogène H11, qui est le H12, le deutérium, il contient son noyau, un proton et un neutron. Quelle est la masse d'un proton? Je vais la prendre en U. 1,0073. On ne va pas écrire UMA, on va écrire U. Parce qu'il y a une petite différence. M d'un neutron, elle est un peu plus grande que celle d'un proton. Rappelez-vous, 1,0087. La masse du noyau, est-ce qu'elle est 2? Non, encore, je dois prendre le chiffre après la virgule. 2,01375 U. Le défaut de masse, c'est ZMP plus A moins ZMN moins la masse du noyau. Si je fais le travail, delta M, c'est 0,0025. Z2, c'est 1. 1 MP plus 2 moins 1, c'est 1 Mn. Donc, MP plus Mn moins la masse du noyau, 0,025 U. En quoi je vais la transformer? En MeV par C carré. Je ne vais pas m'intéresser dans le SI maintenant, à travailler dans le SI. Par quoi je multiplie? Au bac, on va nous la donner. Chaque 1U, c'est 931,5 MeV par C carré. Donc, le défaut de masse, c'est 2,3 MeV par C carré. Comment je calcule l'énergie de liaison? C'est delta M par C carré. Donc 2,3 MeV par C carré fois C carré, je simplifie par C2. Donc j'aurai le même nombre, 2,3 mégaélectronvolts. Est-ce que je ne peux pas travailler dans le SI? Si. Mais là, j'ai pris un chiffre significatif. Je devais prendre plus, 4,015. J'aurais eu 2,3, le même résultat. Dorénavant, on travaillera avec les unités qui sont devant vous en rouge. Donc la masse en MeV par C carré, telle que 1U, c'est 931,5 MeV par C carré. Pour terminer cette vidéo un peu longue, noyau stable et noyau instable. Lorsque l'énergie de liaison d'un noyau atomique est suffisamment importante, le noyau, sous-entendu, il est stable. Mais lorsqu'elle est trop faible, ça engendre une instabilité. Et un noyau instable, on le qualifie de radioactif, qu'on étudiera au chapitre suivant. Bon, mais si je prends le deutérium, combien il y en a de nucléons dans le noyau, c'est-à-dire de ce H12? Il y en a 2. Si je prends l'uranium 92-238, combien il existe dans le noyau? 238.
Et donc, évidemment, l'énergie de liaison de l'uranium est beaucoup plus grande. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est stable? Pas nécessairement. Plus stable? Pas nécessairement. Comment je peux savoir si un noyau est stable ou non? Je dois chercher l'énergie de liaison par nucléon, qu'on note EL sur A. Que veut dire EL sur A dans ma tête? C'est l'énergie nécessaire pour arracher un nucléon de ce noyau. Cette énergie nécessaire pour arracher un nucléon du noyau, je peux la comparer à l'énergie nécessaire pour arracher un nucléon d'un autre noyau. Et celle qui est plus grande me dira que le noyau correspondant est plus stable. Donc le EL divisé par A indique la stabilité relative entre deux nucléides. Et en quoi elle s'exprime d'habitude? L'énergie de liaison, c'est en MeV par C carré. La masse ici, désolé, c'est une petite gaffe. On va la corriger devant vous. C'est MeV par nucléon, tout simplement. Ça, c'est l'énergie par nucléon, l'énergie de liaison par nucléon. Elle s'exprime en MeV, méga électron-volt, par nucléon. Des physiciens, comme M. Francis Aston, ont fait une courbe. Ils ont travaillé pour tous les noyaux qu'ils connaissent. Ils ont pris le noyau d'hydrogène, le noyau de deutérium, de tritium, d'hélium, ainsi de suite. Et pour chacun, ils ont calculé le EL sur A. Ils ont obtenu une courbe comme celle-là. Mais dorénavant, ça c'est EL sur A en ordonnée sur A en abscisse. Pour l'hydrogène, c'est 1, pour le carbone, c'est 12, pour l'uranium, c'est 238, il est là, pour le plomb, 206, il est ici. Et pour chacun, ils ont calculé le EL sur A. En physique, on préfère noter moins EL sur A. Moins EL sur A, j'aurai la même courbe, mais inversée vers le bas. Pourquoi moins EL sur A? On a vu dans le chapitre niveau d'énergie, plus le diagramme d'énergie, le segment qui me donne l'énergie est plus bas, plus le système est stable. Et donc, les noyaux qui sont en bas sont plus stables que les noyaux qui sont là-haut. Si je regarde l'une ou l'autre, là, dans ce domaine, entre à peu près 40 et 200 quelque chose, 200, entre 20 et 200, entre 40 et 200, l'énergie de liaison par nucléon, elle est grande. Et par suite, pour arracher un nucléon d'un noyau, ici, il me faut trop fournir d'énergie, donc les noyaux sont stables. Alors on dit c'est le domaine de la stabilité, ce sont les noyaux stables. Avant, ils sont instables. Après le 200 ou le 120, ils sont instables. Donc ici, c'est entre 40 et 180, 190. Ils ont inscrit le domaine de stabilité. Avant, puisqu'ils sont instables, deux noyaux légers peuvent s'unir pour me donner un noyau plus lourd, c'est la fusion. Là, puisque c'est un domaine de stabilité, un noyau, je peux le casser en deux pour qu'il devienne plus léger. Les deux légers sont plus stables. C'est la fission. C'est une voiture Aston qui n'a rien à voir avec M. Francis Aston. Voilà EL sur A. On peut former ce tableau point par point. Pour A égale à 6, on cherche sa valeur. Pour A égale à 12, on cherche sa valeur. Pour A égale à 20, et on obtient la courbe de M. Aston. Voilà un exemple, le césium et le fer. J'ai cherché le défaut de masse du premier, du césium, l'énergie correspondante en MeV, puis le fer, l'énergie correspondante en MeV, puis j'ai cherché l'énergie de liaison pour le césium par nucléon, et là l'énergie de liaison par nucléon du fer. Laquelle est plus grande? EL sur A du fer est plus grand que EL sur A du césium. Donc pour arracher un nucléon de noyau du fer, c'est plus dur que pour un nucléon de césium. Et par suite, le noyau fer est plus stable qu'un noyau de césium. Avec ça, je termine. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.